Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmine Apchi, chasseuse de tête chez Fed Legal, et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit, le DD by Fed Legal. Je suis Yasmine Apchi et je suis ravie de recevoir aujourd'hui Marc Favreau, qui est CEO de Brinks Payment Services. Bonjour Marc. Bonjour Yasmine, alors, tu peux dire BPS pour les intimes. Ah bah super, merci. BPS. Comment vas-tu ? Très bien, impeccable. Après quelques problèmes techniques, on est au point. Oui. Bon, on a réussi. En tout cas, ravi de t'accueillir dans nos locaux, rue d'Astorg. Et merci d'avoir accepté mon invitation surtout. Mais c'est un plaisir. Pour commencer, peux-tu nous expliquer d'où tu viens, ce que tu as fait comme étude, nous parler un petit peu de toi ? Alors on a 3 heures, c'est ça ? Oui. Voilà. Donc, je suis né à Bordeaux, un peu par hasard, donc provincial d'origine. Remonté assez vite après à Paris, même si je gardais les attaches à Bordeaux. Et mes études ont été principalement parisiennes. Et CN même, donc j'ai commencé par une maîtrise carrière judiciaire à l'université de Paris 11 Sceaux. D'accord. À l'époque maîtrise, parce que master 1. Ensuite j'ai enchaîné. J'ai connu cette période aussi. Moi aussi j'ai enchaîné maîtrise. sur le master 2 de droit des affaires, ce qu'on appelait le DEA de Christian Gavalda. D'accord. Où il y avait le trio 3G Gavalda, Guyon, Guestin. Ok. Voilà, donc et qui s'est ensuite enchaîné pour moi avec un DEA d'histoire du droit et de l'économie. Puisque Christian Gavalda avait déjà dans l'idée que je sois son assistant et donc m'avait demandé de faire un deuxième DEA par ailleurs. Bah super. Voilà. Et en parallèle, donc j'ai fait l'école d'avocat, donc qui s'appelait le FB Paris. À l'époque, c'était beaucoup plus cool qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que maintenant ils sont super contrôlés, il faut qu'ils travaillent comme des malades. Ah. Nous c'était quand même beaucoup plus cool et beaucoup plus sympa. Donc beaucoup plus chill. C'était des moments, c'est des moments beaucoup plus agréables. Et puis d'ailleurs, ce qui était sympa, c'est que on a créé de vrais liens avec des camarades qu'on retrouvait après au fur et à mesure de la carrière. Donc c'était toujours agréable. Et avec qui vous êtes toujours, j'imagine, en contact ? Toujours en contact, oui, toujours. Super. Même si c'est un peu épisodique parce que la vie pro est un peu prenante, mais absolument. Donc du coup, après ce deuxième, j'ai enseigné. Alors j'enseignais en tant qu'extérieur puisque j'ai commencé ma carrière d'avocat en parallèle. D'accord. Ce qui a un peu nuit d'ailleurs à mon deuxième DEA, qui était un peu quand il s'agit de faire le mémoire en même temps que de travailler et de faire l'école d'avocat, c'était un peu compliqué. J'imagine. Donc ça s'est bien fini. J'ai enseigné, donc j'ai commencé à enseigner d'ailleurs même les libertés publiques en licence à Sceaux, puisque ma prof aimait bien. Voilà, donc on a bien bossé. D'accord. D'où justement le goût aussi de travailler. Dans le DEA, je m'en aperçois maintenant, mais le DEA droit des affaires, par exemple, on a travaillé dans un cours de très ancien droit romain, donc sur principalement le début de la loi des 12 tables. D'accord. Qui est le début de la scission entre ius et lex. Ok. Voilà, donc équité et droit naturel. Donc, qui a entraîné sur le droit naturel, qui entraîne sur les débats sur la liberté, etc. C'est génial. Donc, c'est sympa. C'est très sympa. Et du coup, j'ai toujours gardé un peu ce désir de cultiver un peu liberté publique, philo, science aussi, puisqu'on en avait besoin. Et l'enseignement un petit peu à la fac. Mais en adjonction d'un métier prenant qui était le métier d'avocat. Tu enseignes toujours aujourd'hui à la fac ? J'enseigne toujours, donc oui. Donc, ça fait longtemps. Je ne vais pas donner la date, mais j'aurais pu avoir ma fille comme étudiant. Ok. Donc voilà. Donc du coup, j'ai commencé ma carrière d'avocat chez Jean-Bernard Thomas, cabinet de Jean-Bernard. C'était Thomas Lovo Fichelson à l'époque. D'accord. Où d'ailleurs, j'ai commencé en même temps qu'une bâtonnière récente. Oui. Qui était dans le même département avec Janine Franceschi. D'accord. Donc, j'ai vraiment commencé au contentieux, mais contentieux banque et bourse du fait, en effet, de ma formation et de ce que je faisais avec Christian Gavalda. Et puis, j'ai basculé ensuite, j'étais recruté pour entrer chez Clifford au département contentieux. Pardon, c'était uniquement du contentieux, du coup. Contentieux, tout à fait. Pas de conseil. Banque et bourse, purement. Okay. Donc, j'ai écumé quelques tribunaux, avec des affaires plus ou moins grandes, de toute taille. Et après, j'ai enchaîné chez Clifford au département contentieux. Super, du coup. Qui sont juste à côté. Ouais, absolument. Mais à l'époque, je pense qu'ils n'étaient pas là. Non, à l'époque, on était tout près de Trocadéro. Ouais.
avec donc contentieux, mais du coup j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Jacques Cossin que j'aimais beaucoup, oui. Et avec le département bancaire. D'accord. Et du coup j'ai plus compris que j'avais envie de faire ça, de sortir un peu du contentieux. Oui. Et ben finalement j'étais recruté par Cooper, c'est Libran, juridique et fiscal à l'époque. Oui. Donc avant la fusion oui. Avec Price. Oui. Donc je faisais partie des coucous Lily face au Piwi. Et t'as connu du coup la fusion? Alors j'ai connu la fusion, voilà. D'accord. Et je suis parti quelques temps après, même si j'ai retrouvé un très bon copain qui était de l'autre côté. D'accord. Et qui allait reprendre le département bancaire, qui était Sénac Baïssa. Donc mais du coup on m'a chassé pour entrer à l'aérospatiale. Ok. Ah oui, rien à voir du coup. Rien à voir. Alors, sauf que je faisais beaucoup de conseils chez Cooper, j'ai fait que du conseil. C'était du conseil sur quoi? Alors toujours schéma financier. J'ai commencé par une titrisation pour une banque. Ok. Ensuite, j'ai fait par exemple la gestion du risque de change chez Peugeot. Ok. La restructuration. J'ai participé avec l'audit, avec le consulting sur la restructuration de la gestion du cash pooling chez Elf à l'époque. Ok. Voilà, donc j'ai fait quelques schémas comme ça. J'ai fait le refinancement de l'hôtel Marriott aux Champs-Élysées. Non, il y a de belles opérations, très belles opérations. Et toujours en effet secteur bancaire. Mais toujours secteur bancaire, voilà. Ouais. D'un côté, j'avais vu en contentieux, ce qui est très intéressant pour ce qui permet de mieux rédiger d'ailleurs. Ouais. Et puis ensuite, je l'ai vu côté conseil, avec montage, schéma plus ou moins complexe, et travailler avec d'autres départements. Principalement, il y avait le département de Robert Magnan chez Coopers, qui était un département corporate finance. Où ils avaient beaucoup de schémas, beaucoup de trucs. Donc, je faisais du démembrement de produits financiers, je faisais plein de choses qui sympa. Et puis, j'ai été chassé pour entrer donc à l'aérospatiale, pour gérer les aspects boursiers de la mise sur le marché d'aérospatiale Marcia. Okay. Aérospatiale Matra, pardon. Matra. Matra. Okay. Avec les matraciens. Donc, ça s'est bien passé. Donc, on a négocié une belle opération, puisque c'était la première mise sur le marché d'une société qui n'existait pas encore. Okay. Puisqu'elle n'existait, la fusion aérospatiale Matra était conditionnée à la mise sur le marché. Ah. Et au retrait de l'État. Et donc il fallait, donc on vendait des titres qui n'existaient pas, qui n'étaient que conditionnels. Donc on a mis un petit schéma assez sympa avec une intervention de la SICOVAM à l'époque qui a pris les titres pour permettre de valider la mise sur le marché, ce qui a permis de valider la fusion. D'accord. Et donc, comme après, on avait une relation avec la commission des opérations de bourse, bon, ça se passait bien. Et puis, du coup, ils ont enchaîné directement. Quasiment 6 mois après, on a enchaîné sur la création de ADS. Ok. European Aerospace Company, qui est devenue Airbus Group aujourd'hui. Et donc, on m'a chargé de suivre pour le côté français la mise sur le marché de ADS, qui là a été encore plus compliqué puisque c'était une fusion entre Daimler Chrysler Aerospace, Construcciones Aeronáuticas SA et Aérospatiale Matra. Ah oui, les trois. Les trois fusionnés ont fait, je crois qu'ils ont géré, il y a eu 37 ou 36 apports partiels d'actifs des uns sur les autres. Ça a duré combien de temps? Ça a été fait en 6 mois. 6 mois. Ah non, c'était très court et mis sur le marché dans 3 pays, oui. D'une société néerlandaise qui était à créer. Puisque la holding est toujours hollandaise d'Airbus Group. Oui. Et donc négociation aussi avec les autorités boursières néerlandaises, même si la société n'était pas cotée en Hollande. D'accord. Et ensuite, donc j'avais en charge pour la direction juridique groupe des aspects de suivi, reporting vis-à-vis de chacune de ces autorités, de mise au point de plans d'actionnariat salarié dans les 27 pays. Enfin, je crois que c'est 17 la première année. 17 pays, parce qu'il y avait plein de filiales partout dans le monde. Et aussi, alors je gérais aussi tout ce qui était négociation de la salle des marchés, puisque Aérospatiale Matra et EADS ont une salle des marchés. D'accord. Simplement qu'à déménager à Munich entre-temps, mais salle des marchés où il y avait à peu près 40 milliards de risques de change à gérer. Et donc moi, chaque banque ayant 1 milliard à peu près de risques de change, il y avait 40 contrats de swap de devises à négocier avec chacune des banques. Et puis donc c'est un peu mon rôle. Voilà, c'était ma mission. C'est génial. C'est sympa, c'est très sympa. Et de travailler aussi sur des projets comme des Project Finance Initiative, l'un le plus gros qui a été fait à mon sens à l'époque, j'ai plus les chiffres, qui est le projet de Skynet 5 où on a, EADS a vendu au ministère de la Défense britannique du temps de connexion sur des satellites qui était lancé aux frais de ADS, avec des garanties sur une durée, sur un prix, etc., qui permettaient bien sûr de rembourser le truc. Le tout fonctionnait avec un prêt des banques qui était d'1 milliard de livres à peu près.
Et donc voilà, Ouais. on mettait tout ça au point. J'ai passé quelques temps à Londres, à Fleet Street, pour négocier tout ça. Enfin, participer à la Hyper négo. passionnant. Il y C'est avait- génial. C'est de très belles opérations. C'est de très Ah belles ouais. opérations. Et après, mon rôle était de déployer sur EADS tous les instruments financiers de financement groupe. Ok. Donc, on a fait un programme de MTN luxembourgeois, on a fait des billets de trésorerie, on a fait un crédit syndiqué. Voilà. Ah oui. Alors, j'étais pas seul, hein, bien sûr, j'étais accompagné de cabinets J'imagine. d'avocats et d'autres, mais c'était très sympa. Et puis, au bout d'un moment, vient le désir d'être chef, d'être calife à la place du calife. Parce que vous étiez juriste, c'est ça? J'étais juste, T'étais voilà, juriste, pardon. on était vice-président, j'étais vice-président, head of Ok. banking, mais c'était un joli titre, mais qui était quand même sous un directeur juridique. D'accord. Et arrive un certain âge où il faut être directeur juridique dans un parcours de juriste Ouais. pour montrer sa valeur. Et- Je t'ai pas demandé tout à l'heure, mais t'es resté combien de temps en tout en cabinet d'avocat? 10 ans. Et c'était une volonté de ta part, du coup, de passer côté entreprise? Ça a été une opportunité d'un cabinet de chasseurs de Oui. tête. Ok. Voilà, j'ai un chasseur de tête qui est venu, qui m'a dit, vous avez le bon profil pour gérer ça. Vous pourrez revenir avocat quand vous voudrez. Oui. Et vous allez vivre des opérations historiques. D'accord. Ce qui a été vrai. Alors après, l'envie de revenir au cabinet d'avocat est autre chose. Puisque quand on est dans ce type d'opération, on se dit, autant continuer en tant que directeur juridique plutôt qu'avocat de rebasculer de l'autre côté. Ouais. C'est vrai que c'est rare. On en a quelques-uns, on a quelques candidats qui quittent l'avocature pour le monde de l'entreprise. Puis on a quelques-uns qui font le choix de revenir quelques années plus tard. Mais dans les faits, C'est il y en a pas compliqué. beaucoup. En fait, c'est très compliqué si on revient pas avec une clientèle qui est celle de la Exactement. boîte qu'on quitte. Exactement. Et Ouais. bon, et c'est franchement compliqué. Ouais. Et généralement, si on revient pour des perspectives d'association, donc on va pas revenir Absolument. juste en tant que collaborateur. Donc, surtout il faut quand on était générer du chiffre directeur d'affaires juridique. et c'est toujours- Exactement. Et Ouais. comme on est jugé que sur le chiffre d'affaires en cabinet d'avocat, il y a un juge de paix qui est extrêmement clair et facile à connaître. Oui. Et t'es resté combien de temps, du coup, chez Airbus? Chez Airbus, je suis resté à peu près 5 ans et quelques. C'est pas mal. Ouais, donc Ouais. ça Sur un poste, finalement, sur un assez poste varié. très intéressant, du droit très varié. boursier, des Après, émissions de voilà. dette, du... Après, c'est vrai qu'au moment où je suis parti, il y avait plus grand chose à mettre en place. Enfin, c'était Oui. mis en place. Ouais. Il aurait fallu juste maintenir. Ouais. Et je suis parti juste avant les problèmes qu'il y a eu sur les délits d'initiés ou le procès qu'il y a eu Ouais. et qui s'est bien terminé Ouais. pour EADS. Donc tant mieux. Mais voilà, je suis parti juste avant cette Mhm. période. Donc je suis parti tranquillement avec l'idée de devenir directeur. Mhm. Donc j'ai eu une opportunité par un chasseur de tête de rentrer chez Brinks. Ok. C'était un peu surprenant au départ, mais je m'étais dit que c'était un vrai challenge de rebasculer dans un monde où alors il y avait très peu de financiers du coup, et mais j'avais une mission encore plus large puisque j'étais secrétaire général, donc ça inclut aussi l'immobilier Oui. et les assurances. D'accord. Parle-nous un petit peu de Brinks, déjà. Alors Brinks, donc fait. filiale d'une société américaine, Mhm. The Brinks Company, donc qui est cotée au New York Stock Exchange Ok. depuis assez longtemps. Du coup, elle a un flottant assez large, pas de noyau stable. Ouais. Ce qui fait que lorsqu'il y a beaucoup de turbulences au sein de la direction monde de Brinks, Ok. puisque lorsque ils sont souvent victimes de fonds, ou l'été, furent une période, victimes de fonds qui interviennent, qui disent non, il faut faire ça, et qui prennent une place au conseil d'administration, qui font remonter le cours de l'action et qui s'en vont. Ah, ok. Donc ça crée Ouais, beaucoup Brinks, de turbulences, et ce qui Ok. fait qu'il y a une forte pression, malgré tout, chez Brinks, dans les filiales, de dégager du résultat pour être conforme aux attentes du marché. Ok. Donc c'est quand même une société très en tension, tout le temps en crise, on va dire. C'est une société de crise, et puis donc puissante, on va dire. Il y a 2 milliards de chiffre d'affaires au niveau monde à peu près. J'ai pas le nombre de salariés globaux, mais je crois qu'on doit être dans les, je dirais 70 000 comme ça. Ah oui. Parce que oui, c'est un métier à forte main d'œuvre. Mm. Nous avons en France, alors ça a beaucoup baissé, mais on doit être à peu près 3000 salariés en France. D'accord, ok. Et ils sont présents un peu partout. Qui sont présents dans les centres forts de Brinks, donc on appelle des centres forts. Mhm. Donc c'est un endroit où parce qu'on voit les camions Brinks. Oui. Ça, tout le monde voit bien. Mais il faut bien qu'ils partent de quelque part et qu'ils arrivent quelque part. Et donc, ils partent de chez le client Ok. et ils arrivent dans ce qu'on appelle un centre fort, Ok. qui est plus sécurisé qu'une banque encore. Donc, ils rentrent. L'argent passe du transport au comptage. Et il y a tout un travail de ce qu'on appelle du money processing, de travail sur du process de l'argent, où l'argent va être compté, trié et préparé pour être déposé en Banque de France, donc mis aux normes de la Banque de France. D'accord. Et la norme de la Banque de France, c'est la brique. Tu vois, l'expression une brique. Oui.
C'est ça. Quand tu cherches à savoir combien vaut une brique, tu sais jamais parce que tu as les briques de 5 billets, donc 1000 billets de 5, tu as 1000 billets de 10 ou 1000 billets de 20 ou 1000 billets de 50 ou 1000 billets de 100. Et donc, bien sûr, c'est mieux d'avoir une brique de 500. C'est mieux. Mais voilà. Mais automatiquement, il faut trier les billets. Donc, tu as tout ce travail de manipulation des billets, de comptage qui est extrêmement sécurisé, qui se fait sous caméra, qui est très régulé, qui est très précis. Et c'est les salariés de Brink's. Et c'est les salariés de Brink's qui font tout ça. Je sais pas. Et ensuite, l'argent est préparé, mis en briques, et ensuite déposé en Banque de France. Okay. Et ensuite, on retire des billets propres de la Banque de France, on refait un peu l'opération inverse, et on prépare les commandes du lendemain pour alimenter les distributeurs automatiques de billets. Ok. Et du coup, question. Est-ce que vous êtes les seuls à faire ça? Alors en France, il y a 2 entreprises, okay. Loomis qui est notre concurrent et Brink's. D'accord. Et du coup, j'imagine que ça a été partenaire. Dans le monde, il y en a 4. Okay. Ah, enfin 4 gros. Non, c'est un marché qui nécessite beaucoup de capital et d'investissement parce que un centre fort, c'est plusieurs millions d'euros. Un camion blindé, ça demande un peu d'argent. D'accord. Parce qu'ils résistent aux armes de guerre, donc c'est quand même ils sont lourds, puissants. Enfin, ça coûte cher. Donc, et il y a beaucoup de main d'œuvre. Donc, c'est des métiers qui demandent un gros investissement et de la main d'œuvre, ce qui fait que pour gagner de l'argent, il faut avoir une part significative de marché. Oui, et donc, progressivement, moi, c'est vrai que quand je suis rentré chez Brink's, j'allais dire qu'il y avait une dizaine d'acteurs en France. 15 ans après, il y en a plus que 2. Il n'y en a plus que 2 parce que ça marchait pas, ou ça a été fusionné, absorbé, etc. Alors, les 2. Ok. Voilà, il y en a qui ont déposé le bilan, qui ont été repris notamment à l'époque par notre concurrent, parce qu'il était beaucoup plus petit que nous. Après, il y a des gens qui se sont retirés de la France, comme Prosegur, qui avait pas assez. En fait, le transporteur de fonds, s'il n'a pas assez de volume sur un pays, il va se retirer et il va se vendre à un concurrent. Et il y en a pas 36. Il y a GK13, Prosegur, Loomis et Brink's. Okay. Les 4 gros. Ah oui, après, il y en a des petits locaux, toujours un peu dans tous les pays. Il y en a plus en France, de mémoire, non, il y en a plus en France. La France, c'est vraiment un duopole. Et comment ça fonctionne, du coup? Il y a vous avez des partenariats avec des banques, c'est alors, ça? On est fournisseur de banques. Ouais. Mais Brink's toutes les banques, est fournisseur, automatiquement. Okay. Toutes les banques qui ont du cash, il faut bien que ce cash soit ramassé dans leurs agences, soit auprès des commerçants, soit traité chez nous, déposé sur le compte de la Banque en Banque de France, pour qu'elle elle-même puisse créditer son client. Ouais. Donc il y a tout un circuit physique du cash qui est toujours extrêmement important. En gros, je crois que la Banque de France estime aujourd'hui à peu près à 50% l'utilisation des flux en cash. Et ça ne prend que les flux qui sont connus. C'est-à-dire que, à la différence de la monnaie la monnaie fiduciaire par rapport à la monnaie scripturale, la grande différence, c'est qu'on connaît tous les paiements scripturaux. La monnaie fiduciaire, un paiement entre 2 particuliers échappe totalement au radar. Oui. Tout en restant parfaitement honnête, ils sont pas enregistrés. Donc il y a beaucoup plus de paiements qui sont réalisés avec du cash que ce qui revient vers la Banque de France. Ouais. Donc il y a toujours tout ce travail physique qui est très important que personne ne connaît. C'est ça qui est intéressant, mais qui est important, et on appelle ça les centres forts parce qu'ils sont extrêmement sécurisés et extrêmement protégés. Et j'imagine qu'ils sont bien cachés. Ils sont assez discrets. Ils sont discrets. Bon, après, bien sûr, il y a toujours des camions qui rentrent et qui sortent et qu'on reparque, mais là, c'est en général dans des zones d'activité. C'est très sécurisé, ce qu'on appelle des scies face béton, avec des mesures de défense. Il y a des armes à l'intérieur. Il y a des centres de tir. On a Brink's a des centres de tir. D'ailleurs, j'avais emmené, quand j'étais directeur juridique, j'ai emmené mes équipes de temps en temps tirer. Oh, c'est génial, j'aimerais bien faire ça. Ça se négocie. Mais on a des instructeurs nationaux, et d'ailleurs, clairement, il semble que les salariés de Brink's, les convoyeurs notamment, puisque c'est eux principalement qui s'entraînent et qui doivent le faire, ils ont 80 heures déjà de formation au minimum avant d'atteindre pour avoir le certificat de qualification professionnelle. Et ils reçoivent un entraînement plus fort où ils tirent plus souvent que la police ou la gendarmerie. Ok, c'est intéressant. Parce que je m'attendais pas à ça. Mais non, c'est très surprenant. C'est vrai que c'est peu connu, mais ce sont pour ça qu'ils ont un bon entraînement, et que les salariés de Brink's, notamment auprès de la pègre, peut-on dire d'une manière générale, ont une réputation de tirer rapidement quand c'est nécessaire. Ok. Bon, faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup moins d'attaques. C'est ce que j'allais te demander, mais il y en a beaucoup ou pas déjà? Non. Depuis, en fait, il y a eu une vraie baisse des attaques depuis que certaines équipes spécialisées ont été arrêtées.
il y a une dizaine d'années. Et franchement, enfin voilà, ça devient rarissime qu'il y ait des attaques parce que c'est vraiment extrêmement technique et extrêmement dangereux de le faire. Oui, j'imagine. Et ça nécessite vraiment des équipes très spécialisées qui sont pas à la portée de n'importe quel criminel venu, quoi. Ça se passe pas comme dans les films. Non, ok, bon. Et toi, du coup, tu fais quoi chez Brinks? Alors, du coup, j'avais cette fonction, alors, gérer les assurances que je découvrais, l'immobilier. Bon, heureusement que j'avais une équipe sur laquelle je pouvais m'appuyer. Puis découvrir ce métier, sa réglementation qui est très particulière, puisque la réglementation du transport de fonds dépend de ce qui s'appelle une autorité qui est maintenant la CNAPS, le CNAPS. Une commission nationale qui va attribuer les agréments, retirer les agréments éventuellement, prendre des sanctions, voilà, qui est une autorité paritaire, qui délivre ces fonds. Donc il y a une vraie réglementation qui s'est mis dans le code de la sécurité intérieure. Ok. Et donc il a fallu découvrir tout ça, mais mon rôle a principalement été, compte tenu de mon passé, de gérer des acquisitions. Ce qui était vraiment le projet à l'époque du DG, qui est ensuite devenu président. C'était vraiment faire des acquisitions et faire des développements pays. Ok. Donc, on a développé Brinks Océan Indien. À l'époque, Brinks était seulement présent à La Réunion. Donc, on a racheté des entités à Maurice, à Mayotte, à Madagascar. Donc, on a créé un vrai pôle Océan Indien. J'ai renégocié Brinks Maroc. On avait des parts de capital qu'on a rachetées à d'autres actionnaires. Et j'ai développé Brinks Qatar. À l'époque, on a créé Brinks Qatar. Ok. C'était assez sympa, mais voilà. Donc, c'était mon rôle de travailler plutôt là-dedans. Okay. Plutôt dans le développement plutôt de Brinks, que dans le développement, plutôt que il y avait pas de financiers, il y en avait très très peu. Donc du coup finalement ils font pas de la finance. Non, puisqu'en fait la société et puis la société est cash riche, j'allais dire, elle dégageait des revenus suffisants, il y avait pas d'emprunt, pas besoin de dette, pas d'émissions, pas autant que pouvait en avoir VADS. Oui. Et donc du coup, j'étais un peu frustré de pas pouvoir faire ce qui m'amusait, au moins sur ce plan-là. Et je me posais beaucoup de questions sur comment optimiser ce schéma physique dans les centres forts, qui me semblait extrêmement lourd, hein, parce que vous imagine t'as 20 banques clients dans un centre fort de Brinks. Ça veut dire que tu avais 20 flux sur lesquels tu dois traiter les fonds, les compter, les trier, faire 20 tas de briques, amener les 20 dépôts, faire 20 dépôts en Banque de France, faire 20 retraits en Banque de France, ramener tout ça, refaire, et gérer des stocks, puisque le problème, c'est que quand tu fais des briques, automatiquement, ce que tu as compté correspond pas à tes briques. Tu vois, ça tombe jamais, c'est juste. Donc, tu as un stock. Et pour donner un ordre d'idée, à l'époque, donc on était en 2014 à peu près, Brinks avait dans les 56 centres forts qu'il y avait à l'époque, entre 500 millions et 1 milliard jour, globalement sur la France. De billets physiques qui ne servent à rien, qui étaient là. C'est la matière, la banque l'avait pas, Brinks peut rien en faire puisqu'il les transporte, donc il aurait pu transporter des vis, c'était pareil. Et voilà. Et comme ensuite, on s'insérait, on était dans un mouvement que je ne savais pas à l'époque, de retrait progressif de la Banque de France, de fermeture de ses comptoirs, puisqu'il y a 2 éléments clés pour le transport de fonds et même les processing, c'est que d'un côté, c'est la distance entre le centre fort et les clients, et de l'autre côté, la distance entre le centre fort et la Banque de France. La Banque de France. Et donc, en 2015, il y avait 78 comptoirs de la Banque de France, avec une distance moyenne d'à peu près 50 km aller-retour, entre centre fort et Brinks. C'est beaucoup, non? Non. Ça pouvait paraître beaucoup à l'époque, mais quand tu vas voir la suite, tu comprendras que ça ne l'était pas. Vas-y. Et donc, la Banque de France elle avait annoncé avant, alors c'est vrai que je le savais pas, mais donc mon projet est très bien tombé. Ils avaient annoncé la fermeture de 40 comptoirs, puisqu'ils sont passés de 78 à 38. Ah oui. Du coup, et ça, c'était en 2020. Ensuite, en 2022, ils en ont refermé 13. Ok. Et on ne sait pas s'ils vont pas en fermer d'autres derrière. En fait, parce que le rôle de la Banque de France a changé. En France, avant, des individus, personnes physiques, pouvaient ouvrir un compte à la Banque de France, avoir un chéquier Banque de France, ce qui faisait très chic. Donc, il y avait un rôle de la Banque de France qui était beaucoup plus important aussi et présente dans le territoire que ce que ne devenait son rôle après le rôle de la Banque Centrale Européenne. D'accord. Donc, et puis il y avait des pyramides d'âge, il y a plein d'effets qui ont fait que la Banque de France a décidé de progressivement fermer un certain nombre de comptoirs. Et donc, ce qui va rallonger en fait la distance. La distance entre. Et par ailleurs, autre phénomène inverse, c'est que du coup, la Banque de France, dans les comptoirs qui restaient, ils se sont industrialisés. Et donc, ils ne voulaient plus qu'on leur remette des briques, mais des cartons de 5 briques.
Ok. Donc 5000 bidons. Et pour les pièces, c'est encore pire, puisqu'on est passé de manchons où il y avait à peu près 10 000 pièces. Ouais. J'ai oublié les pièces. Voilà. Et maintenant, pour déposer une palette de pièces de 2 €, il faut en avoir 100 000. Ok. Voilà. Donc, et c'est tout ce travail, en fait, complètement physique, qu'on ne voyait pas, mais qui est extrêmement lourd. Et le retrait de la Banque de France posait de vraies problématiques de transport, de sécurité. On estimait que le stock de la Banque de France allait sans doute passer à être multiplié par 3 ou 4. Donc, on allait se retrouver avec 3 ou 4 milliards d'euros bloqués dans le système. Ouais. C'est vrai que pour les banques, elles étaient moins attentives à ce stock parce que c'était pas important. Enfin voilà, les taux étaient pas trop importants. Par exemple, quand on est parti en période de taux négatifs, c'était encore moins important. Mais quand même, maintenant que les taux remontent, elles sont beaucoup plus attentives à cet argent qui était bloqué dans le système. Ouais, je comprends. D'où l'idée après, et d'où ma réflexion en tant que juriste et juriste financier, c'était de dire mais pourquoi là, on est obligé de suivre ce processus aussi lourd dans le centre fort. Ouais. Alors, je fais bref, mais j'en suis arrivé à la conclusion que si je ne pouvais pas, en tant que transporteur de fonds, mélanger les fonds de mes clients après les avoir comptés et redispatchés derrière, c'est que ça violait le monopole bancaire. Et donc, si je rentrais dans le monopole bancaire par une petite porte et que j'insérais mon établissement au milieu du centre fort, je pouvais manipuler une seule masse de billets unique. Et non plus 20 ou 25 masses de billets individuels, donc 20 c'est comme ça que tu as eu l'idée. C'est comme ça qu'on a lancé de créer l'établissement de paiement et au moment où ça venait l'appareil. Absolument. Qui a été créé, donc j'ai commencé en 2011. Ok. En 2011. Oui, 2011 du coup, et on a commencé à bosser avec Arnaud Tanguy, qui était responsable, qui a mis en place tous les outils opérationnels et de comptage de Brinks, un peu tout. Donc il connaissait très très bien le physique. Okay. Et moi, je connaissais plutôt bien le financier. Donc, en travaillant tous les deux, on a réussi à monter un projet. On a beaucoup travaillé avec la Banque de France pour mettre au point tout un process extrêmement sécurisé pour qu'à aucun moment, l'établissement de paiement n'ait la maîtrise des fonds. Alors, pour donner une idée des volumes, à l'époque, on envisageait qu'on avait 130 milliards de flux entrants par an. Oui. Donc, ça fait une belle masse de billets. Donc, il y a beaucoup de sécurité à assurer quand même, mais aussi de sécurité juridique de l'ensemble. Donc, je pourrais passer 3 heures là-dessus, mais voilà. Donc on a développé ça. Ensuite, quand on a déposé le dossier d'agrément aussi, on a avancé. Donc il a fallu développer un core banking system qu'on n'avait pas. Il a fallu monter tout ça de A à Z. Donc créer vraiment une banque. Créer une banque à partir de rien. Voilà. Établissement de paiement, qui est quand même moins noble qu'une banque, qui a moins de capacité, au sens où l'argent peut pas rester sur les comptes, au sens où j'ai besoin d'avoir une garantie qui est tenue en l'espèce Arkea. Donc c'est comme ça que ça s'est enchaîné et que finalement après j'étais rejoint par Patrick Tessier qui nous a aidé qui lui venait de la banque et de la comptabilité bancaire, qui nous a aidé à mettre au point le core banking system, qui a dû être retravaillé quand même pour intégrer des flux physiques. Intégrer un flux physique dans une compta bancaire, c'est pas le plus facile. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus et donc ça nous a pris on a eu l'agrément en novembre 2014 et on a commencé en 3 ans plus tard. Ah oui, non, c'est un long travail quand même. Ouais. Et puis il y a un travail de conviction en interne aussi pour que le projet soit accepté et lancé. Qui a été un peu long aussi parce que pour Brinks c'était un peu surprenant et pour la direction de l'époque, on comprenait pas trop l'intérêt du truc, même si on démontrait qu'on allait mettre au point quelque chose qui allait faire de grandes économies à Brinks. Finalement, ça marche bien. Donc ça a marché très bien. Finalement, tu as réussi à les convaincre. On a réussi à les convaincre. On a eu l'agrément. On a commencé doucement. Donc on s'est développé le 1er avril 2015. On était actifs. Donc on a commencé vers un centre fort, un client, 2 clients, 3 clients, 2, 3, 4, 5 centres forts. Et progressivement, on a basculé tout le réseau Brinks, sachant que pour basculer un centre fort, il fallait convaincre 3-4 banques au moins locales, en plus des banques nationales. Oui. Parce qu'on a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de banques nationales locales. Certes, on a les grandes, BNP, Société Générale, LCL, les 2 crédits mutuels. Et une fois qu'on a fait ça, il y a DBP, DCE et DCA. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, le travail, c'est pour ça que ça a pris très longtemps. Il faut aller voir chacune des régions, chacune des banques locales, pour les convaincre de l'intérêt du système. Intérêt qui est beaucoup plus fort pour une banque nationale que pour une banque locale, parce que ça leur supprime beaucoup de contrôle administratif, on leur simplifie la vie. En fait, pour la banque cliente, elle passe d'un système où elle doit suivre des flux physiques à un système bancaire avec nous. Entrée, sortie, virement.
et elle reçoit un virement de notre part. Elle s'occupe plus de la Banque de France. Elle a plus de compte en Banque de France. Elle est complètement indépendante. Donc la Banque de France ne pourrait avoir qu'un comptoir en France. Ça ne les affecterait du coup, pas. Ça allège le process. Ça allège énormément le process, et nous, on allège notre process opérationnel. Merci. Mais bon, ça a été un long travail collectif quand même. Donc voilà, on a mis ça au point, et puis après, on a développé de nouvelles offres. Oui. Qui sont d'un côté ce qu'on appelle l'offre point cash village, c'est-à-dire qu'on met des automates de retrait, donc des DAB, distributeurs de billets, qu'on va mettre à disposition, une sorte de partenariat public-privé. C'est là où j'ai retrouvé mes anciens amours. Donc un partenariat public-privé avec une municipalité. La municipalité va payer un abonnement. En contrepartie, et mettre à disposition un local, prendre en charge les travaux nécessaires, qui vont être organisés sous notre contrôle. Et ensuite, on va dire qu'il y a une entité du groupe Brinks, qui est Brinks Process Outsourcing, qui va fournir un automate. Il y a un Brinks Evolution qui fait le transfert de fonds, qui va gérer et manipuler et faire la maintenance de l'automate. Et il y a l'établissement de paiement, BPS, qui va mettre de son argent dans l'automate et qui va ensuite être connecté aux opérateurs du software DAB pour présenter les opérations à Visa Master et suivre et réalimenter et suivre le circuit du cash. Et c'est très important pour les municipalités. On a eu le prix de l'innovation des maires de France en 2019. Bravo. Voilà, bon, c'est principalement, alors c'est grâce à notre président actuel qui venait du monde des automates, donc Michael Gavet, qui a vraiment permis d'apporter le savoir-faire qu'on n'avait pas, parce qu'on avait l'idée de le faire. On avait enfin l'établissement de paiement, mais passer de l'idée à la concrétisation, il manquait vraiment le savoir-faire et la connaissance particulière du monde des DAB. Surtout que c'est assez particulier quand même. C'est très particulier. C'est une petite niche. Et donc ça marche très bien. Enfin on a aujourd'hui 56 DAB actifs et on commence à se lancer sur le marché du retail. Donc avec des grands retailers qui font confiance à Brinks pour reprendre en main leur parc d'automates. Super. Voilà. Ça se développe plutôt bien. Ça se développe plutôt bien. Et puis maintenant Brinks a un grand savoir-faire, puisque justement l'entité Brinks Process Outsourcing a créé ce qui n'existait pas, c'est une vraie révolution, c'est un Brinks Process a repris la propriété avec un accord avec le groupe BPCE et gère donc les 12 000 automates du groupe BPCE. Non. C'est énorme. Avec toutes les caisses régionales. Avec toutes les caisses régionales, avec un nouveau software pour un software unique alors qu'ils en avaient plusieurs. Enfin, un vrai système extraordinaire qui a été mis en place et qui révolutionne complètement l'approche de Brinks. Et ça c'est récent du coup? Ça remonte à 4 ans à peu près, je crois. D'accord. Puisque en fait, il y a eu l'appel d'offres qui a duré assez longtemps. Donc mais on est à 4-5 ans. Et progressivement, là, ça y est, tous les Brinks a pris la propriété de tous les DAB. Mais en revanche, il n'y a pas l'établissement de paiement dans ce schéma-là, puisque s'il faut mettre 150 000 € sur 12 000 DAB, ça demande un accord un peu particulier. Il faut qu'on travaille avec la banque, donc ça sera peut-être dans un deuxième temps, pas tout de suite. Mais voilà, là, il y a Brinks, il y a BPO qui a un vrai savoir-faire unique en France. C'est simple. Aujourd'hui, ils ont le quart du marché des automates en France. Donc BPO gère donc ils ont un savoir-faire clairement inégalé. On a le transport de fonds et moi j'ai l'établissement de paiement qui permet de faire ces petits automates pour les municipalités. Mais ce qui est très important en fait pour les municipalités, il y a un vrai changement en fait qui est intervenu, c'est qu'aujourd'hui les maires considèrent que le cash est un service public. Pourquoi ? Parce que 50% des paiements sont faits en cash. Si vous enlevez le DAB d'un village, enfin d'une ville même, parce que les villages n'en parlent plus. Si on enlève le DAB d'une ville, parce que la banque se retire, c'est très simple. Les gens vont aller retirer l'argent au supermarché et donc vont dépenser l'argent au supermarché. En fait, il y a une statistique qui dit qu'à peu près 70% des sommes retirées à un distributeur sont dépensées à proximité. Et donc, si on veut maintenir des centres-bourgs, si on veut maintenir tout cela, il faut garder des distributeurs de billets pour que les gens ne fassent pas 10 km pour aller retirer en banlieue. Pour les dépenser en plus en banlieue. Et les dépenser en banlieue, et du coup, le commerce local en périclite. Et et on a eu l'effet très clairement avec la démonstration positive, puisque notre premier ATM, enfin DAB, parce que ATM c'est le mot anglais, le premier DAB a été fait à Locmaria-Plouzané, grande ville près de Brest, qui apparemment est une ville estivale. Et qui était dans une politique de revitalisation du centre-bourg. Et donc, ils ont été le premier. Donc, c'est le premier qu'on a installé. Et depuis qu'on l'a installé, on va dire, il y a 1 an, ils ont un commerce supplémentaire, une boulangerie qui a pu s'installer à nouveau juste à proximité du DAB. Voilà, ça fait partie du cycle. C'est-à-dire qu'il y a 2 besoins.
Il y a le besoin de disposer du cash pour pouvoir le dépenser, donc les automates. Et de l'autre côté, il y a aussi le besoin pour le commerçant qui a du cash d'aller le déposer en banque. Et là, l'autre phénomène, c'est qu'en effet, les banques ont fermé 20% de leurs agences à peu près en France, les grandes banques, pas toutes, les grandes banques. Ce qui fait que le commerçant qui a du cash, il va falloir qu'il arrive à le déposer. Ouais. Et il n'y arrive pas. Il va être obligé aussi lui de faire un certain nombre de kilomètres. Et je parle de la province, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais vous regardez, il y a certaines communes dans la région parisienne de plus de 30 000 habitants qui n'ont plus un DAB. Mais non. Si, parce qu'ils se sont retirés, parce que la zone était trop... c'était dans le 93 ou 95, donc je vais pas te donner le nom de la ville pour ne vexer personne, mais voilà, il y a 30 000, il y a une ville de 30 000, il y a un article, 30 000 habitants, pas une agence bancaire, donc pas de DAB, pas... Je vais faire une petite recherche alors. Voilà. Donc, il y a des vrais besoins, et c'est là où j'ai développé la nouvelle solution alors qui touche paiement et dépôt, c'est-à-dire d'utiliser l'ADN de BPS pour pouvoir faire des dépôts en cash chez les buralistes, puisque les buralistes avaient commencé avec le compte nickel, avaient commencé avec le transfert d'argent, et donc on a monté un partenariat avec Bimedia, qui est l'un des grands réseaux de buralistes. Okay. Il y a 2 réseaux en France, Bimedia, Logista, et avec entre les deux la Française des Jeux. Mais il y a un réseau de buralistes, ça veut dire la caisse du buraliste qui est un ordinateur qui est connecté à leur système et qui a leurs API. Ouais. Et du coup, nous, on s'est connecté sur les API de Bimedia. On enregistre. Alors après, il y a tout un travail assez important d'enrôlement des agents pour que chacun des buralistes devienne un agent de l'établissement de paiement. Okay. Donc on enrôle auprès de la CPR un dossier et ensuite il doit suivre une formation en ligne. Ah oui. Qualifiante. C'est un vrai travail. Et donc aujourd'hui, on a 1000, je crois que j'ai regardé les chiffres ce matin, on en avait à peu près 1700 buralistes qui en France accèdent des opérations de cash. Et dans ces opérations, en fait, nous, on a 3 types d'opérations qu'on offre. La première, c'est le dépôt de cash pour les banques. Donc, le commerçant qui est client de Shine, banque en ligne, il n'y a pas besoin d'agence. Il va chez le buraliste, il dépose son cash. Le client de Sogexia, banque luxembourgeoise un peu moins connue, mais très grosse, qui est en France, peut aller déposer son cash pro ou perso sur son compte. On a Finch, qui a à la fois des pros et des particuliers. Et on a d'autres banques qui sont très intéressées par notre solution, donc qui commencent à rentrer, y compris des filiales de banques en ligne, de réseaux bancaires. Parce que vous voyez, par exemple, si je prends l'exemple de Fortuneo, Fortuneo est une banque qui dépend du groupe Arkéa. Oui. Mais les clients de Fortuneo ne peuvent pas déposer leur cash dans le réseau Arkéa. C'est comme Société Générale et Boursorama. Exactement. Voilà. C'est donc problématique. Et donc du coup, on offre à ses clients la possibilité de faire les dépôts en cash chez les buralistes, avec l'intérêt que le buraliste est ouvert de 8h à 20h. Le dimanche, il est de 8h à 13h souvent. Donc il y a une très large plage d'ouverture. Les gens sont formés, ils savent vraiment manipuler le cash, ils savent gérer ce type de dépôt. Et donc on offre ce service. Après, on offre 2 autres services. Un service qui est l'autre, c'est le paiement des factures. Donc le paiement des factures en cash pour toute cette population qui désire payer avec du cash. Et d'ailleurs, ça revient à la mode. Le hashtag sur TikTok qui est le plus regardé, c'est cash stuffing. Ah oui, j'ai pas TikTok. Voilà, donc mais il faut regarder cash stuffing sur Internet. Voilà, et il y a des vidéos assez intéressantes de gens qui apprennent, d'influenceurs et d'influenceuses qui apprennent à gérer le budget en cash. Avec, donc, farcir en cash. Donc, la méthode des enveloppes de grand-mère. 850 millions de vues, cash stuffing. Je vais regarder ça. Et en fait, donc, maintenant, ils vendent des petits classeurs, de la taille un peu plus grand qu'un billet, avec des intercalaires transparents, et les gens vont mettre, loyer, essence, électricité, et à chaque fois, ils mettent ça. Et ce qui fait qu'ils visualisent, en fait, la grande intérêt, c'est qu'il y a 2 choses. On sait ce qu'on dépense. On sait ce qu'on dépense. On n'a pas de découvert bancaire, et je pense que ça, c'est l'une des grandes angoisses d'une grande partie de la population française. La moitié de la population gagne de moins de 1 800 € net avant impôt. Et donc, un découvert bancaire, c'est 16%. Et donc, payer 16%, ça coûte. Donc, une grande partie de cette population arrive à l'idée que finalement, gérer son cash, c'est mieux, et c'est plus facile, et ça coûte pas on n'a pas le coût du crédit, on n'a pas, le coût de découvert, et on n'a pas le coût de la carte. Donc, c'est autant d'économies. Et donc, il y a une large partie de la population française qui se tourne vers le cash, ce qui est d'autant plus vrai avec l'inflation encore. C'est compliqué quand même en cash de payer tout. Dans les magasins, c'est pas très compliqué. Après, on est limité à 1 000 €, bien sûr. On est limité à 1 000 €. On ne parle pas d'acheter sa voiture. On peut le faire aux États-Unis. Une petite valise, mais on peut le faire aux États-Unis, on peut le faire en Allemagne. Mais voilà, on peut pas en France. On est limité à 1 000 €.
Mais en dessous de 1000 €, il y a une large gamme de possibilités. Et donc, on offre le paiement des factures. Donc, on a un partenariat avec Engie, on a un partenaire qui commence. D'accord. On commence la semaine prochaine avec Sodexo, on commence avec d'autres. Mais du coup, les gens, ils déposent le Mais les gens amènent leur facture. Ouais. Sur la facture, il y a un code barre. D'accord. Ils présentent le code barre. Ça D'accord. appelle notre API qui va dire, Okay. et le buraliste n'a plus qu'à encaisser le paiement et à valider le paiement. Ok, c'est via le buraliste. Voilà. Toujours. Et pour le dépôt en cash pour une banque, c'est pareil. La banque attribue un code barre ou un QR code à son client. Il le présente, ça appelle notre API qui va interroger la banque, qui va donner les limites d'ailleurs, qui va dire monsieur il veut déposer 5000 €. Ah non, pas lui. C'est pas possible. Les limites c'est 3500, c'est 1000. Là chaque banque va donner ses propres règles de dépôt. Ok. Et le troisième service qui est tout aussi nouveau, donc c'est le possibilité d'effectuer des paiements en cash d'achat sur internet. Oula. Eh oui. Ah, là, tu me perds. Voilà, Faut m'expliquer comment on fait. Alors, le schéma c'est assez simple. Oui. Lors de la page de paiement, une fois qu'on a validé son panier, on arrive à la page de paiement. Et lorsqu'il souscrit à notre service, il y a un petit bouton où il est marqué payer en espèces. Et puis, il y a le petit bouton Brink's Payment Services. Et donc, la personne va cliquer sur le bouton. La première fois, et la première fois seulement, on va lui demander un selfie et une photo de sa carte d'identité recto verso. Pour l'enregistrer. Pour l'enregistrer, oui. Une fois qu'elle est enregistrée, elle n'a pas de compte, mais elle est enregistrée. On va vérifier qu'elle soit pas sous liste gel des avoirs, qu'elle n'est pas personne politiquement exposée. Donc, elle n'a pas de problème. Et dans les quelques secondes après, une fois que c'est validé, elle va recevoir un code barre ou un QR code, pareil. Et après, elle a un certain délai pour aller se présenter chez un buraliste pour aller payer. Et lorsqu'elle paye, pareil, même système, lecture du code barre, appel de notre API, qui va répondre au buraliste. Ah, cher monsieur, il faut payer tant, 324 €. Hop, il paye en cash. C'est très bien, ça évite les fraudes. Et c'est validé. Et ça évite les fraudes, etc. Et donc, moi, j'assure ensuite que notre client, dès lors que le paiement est actif, validé chez le buraliste, je crédite le compte du client site de commerce dans mes livres. Et donc, il est garanti du paiement, il peut délivrer la marchandise. Ok. C'est génial. C'est utile. Franchement, c'est passionnant, j'adore. Et c'est utile, donc on pense que c'est un marché qui se développe, donc ça commence. On a un partenariat avec un agrégateur de paiement qui s'appelle Verifone, qui a mis nativement le bouton en place sur 22 000 sites, alors qu'ils sont pas encore clients. Après, il faut les convaincre aussi individuellement, donc il faut reprendre son bâton de pèlerin et puis aller les convaincre avec les équipes de Verifone que ce besoin, qu'il existe un besoin, que ça augmente la base de clientèle et les possibilités pour les sites de quelques pourcents. On est de l'ordre de 10% de clientèle supplémentaire. S'ils communiquent bien, s'ils arrivent à bien communiquer auprès de leur clientèle. Et puis surtout, on arrive aussi à récupérer une partie des échecs au paiement en carte, puisque depuis la mise en place de la directive service de paiement 2 et l'authentification forte, le taux d'échec a augmenté des paiements en achat sur carte, qui avant était entre 5 et 15% selon les sites. Il y a quand même 5 à 15% des paiements qui échouent. Alors, ils échouent une fois. Après, peut-être la personne recommence, peut-être que ça marche, mais au moins une fois. Et il y a pas mal d'abandons. Et nous aussi, lorsque la personne échoue, après, il y a plein de raisons, parce que vous payez, vous êtes dans une salle, hop, vous êtes en réseau filaire, tout va bien. On vous envoie un SMS pour authentification forte, vous êtes en sous-sol, ça passe pas, ça marche pas. Donc vous êtes obligé d'abandonner le panier, vous en avez marre, vous repartez. Oui, après on oublie, on fait pas. Voilà, et puis donc il y a deux types de clientèle qui sont intéressées. Donc celles qui, en effet, ont déjà une carte, mais dire tiens, mais finalement, je peux récupérer, et on récupère à peu près 30 à 40% des paiements en échec. Donc c'est bien. Et puis il y a ceux qui disent moi, j'ai pas du tout envie d'être tracé dans ma vie. Je veux pas faire mes paiements avec ma carte. Je veux pas que je veux que ce soit. Je veux qu'on garde mes données. Et puis j'ai aussi la peur du piratage. Oui, ça il y en a quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont, et on est à 30% à peu près des gens qui sont sauvés, qui ont peur, et moi le premier, de laisser ma carte sur certains sites. Alors c'est vrai qu'il y a des sites où on a plus confiance, qui sont des grands sites, etc. Ça veut pas dire qu'on se fera pas pirater, mais parce que 40%. Moi j'ai acheté mes billets SNCF, je me suis fait pirater. Donc, voilà. Et donc si la SNCF avait pris notre solution, là il y a pas de piratage possible puisque vous recevez un code barre et vous allez payer en cash. Donc bon, j'espère qu'il y a quelqu'un de la SNCF qui va écouter ce podcast. Voilà. Call me. Donc t'as tout mis en place. T'as eu une idée brillantissime qui se développe et qui se déploie un peu partout, c'est génial.
Ça a été dur parce qu'on a commencé en fait à travailler sur le projet, sur la mise en place du projet, parce qu'il fallait une extension d'agrément, donc il m'a fallu 1 an d'extension d'agrément. Ah oui. Et oui, donc c'était 2015. Voilà, premier agrément 2015. Et donc là, on a fait une demande d'extension d'agrément, alors que je me perds pas dans les dates, mais on a dû commencer. J'ai fait la demande en 2018, et j'ai obtenu l'agrément en novembre 2019. On a commencé à bosser parce qu'ensuite il a fallu que je fasse toutes les process internes pour obtenir l'autorisation d'investissement de Brinks. Parce que j'imagine Brinks doit financer. J'imagine que c'est toi qui as mis du coup tous les process, les contrats, les négos, en fait toute la mécanique, exactement. Voilà, juridique. Avec l'aide bien sûr de la direction juridique et du nouveau directeur juridique, parce que bon, l'idée c'est que parce qu'à un moment ce qui s'est passé, c'est vrai que je ne vous ai pas raconté, mais à un moment quand l'établissement de paiement s'est déployé, a commencé, on m'a donné le choix, on m'a dit soit tu restes directeur juridique, mais tu t'occupes plus de l'établissement de paiement, soit tu deviens directeur de l'établissement de paiement. Donc j'ai dit allez, je me jette à l'eau et j'abandonne le juridique. D'accord, ok. C'est à ce moment-là c'était une de mes questions qui arrivait du coup. Okay. C'est à ce moment-là que ça s'est fait et c'est très bien tombé. Donc le directeur juridique Europe est devenu a intégré la France dans son périmètre, le directeur juridique France. Donc ça s'est très bien passé. Les équipes, ils développent l'activité juridique et donc on travaille en bonne entente. C'est-à-dire que mais je prends toujours soin de bien mettre la direction juridique la plupart du temps dans le process pour dire bon, certes, j'ai été directeur juridique, mais quand même. Et puis il y a des domaines plus ou moins passionnants. Il y a RGPD, tu vois, c'est pas ce qui me passionne le plus. J'imagine que vous gérez quand même pas mal de données. Alors oui et non, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment beaucoup de données personnelles. On a juste partiellement quelques données, et comme il y a une justification, puisqu'en fait c'est l'autorité de contrôle qui m'a demandé de les mettre en place. Donc il y a pas de. Voilà, j'ai pas vraiment de problématique grave de RGPD ou de problématique RGPD. J'en fais rien. J'utilise pas ces données. Elles sont stockées par un partenaire. Et puis voilà. Bon, mais je peux suivre, je peux tracer, je peux reconstituer si une autorité me demande. Voilà. Et donc on discute beaucoup avec l'autorité sur comment je suis les flux, quels sont mes process anti-blanchiment, on a toute une problématique. Le cash étant très sensible comme sujet, souvent en la matière. Même si aujourd'hui, on va dire que la criminalité se dirige plutôt vers des bitcoins ou des crypto-monnaies, des crypto-assets plutôt que des crypto-monnaies, que vers clairement le cash. Ouais. Pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et quelle est pour toi la définition d'un entrepreneur? J'ai accepté pour montrer aux juristes qu'il n'y a pas que le droit dans la vie. Et qu'il faut faire confiance à leur formation. En fait, les juristes manquent beaucoup de confiance en eux. Et je le vois toujours avec les étudiants que j'ai. On les force à faire des exposés systématiquement en temps limité, pour qu'ils apprennent à sortir d'eux-mêmes et de sortir de leur aspect technique. Parce qu'en fait, l'intérêt du droit, c'est qu'on s'aperçoit que dans tous les deals que l'on fait, in fine, quoi qu'on dise, il va falloir traduire tout ce qui se dit en termes clairs, en obligations précises de chacune des parties. Et donc, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, quand j'ai fait les instruments financiers, j'ai pas de formation particulière, j'ai pas une formation comptable particulière, ni rien. Donc, il a fallu que ce sont les clients d'un côté, les banquiers, la salle des marchés qui m'ont expliqué ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, et comment on pouvait travailler ensemble. Et donc, j'étais obligé de me former. Mais la formation juridique, bien conçue, fait qu'on va travailler sur un esprit, en effet, rationnel, et un esprit très cadré. Donc, on est capable de cadrer beaucoup de choses. Finalement, cadrer un projet, ça m'a pas semblé compliqué. Quand on fait la liste des tâches, on répartit, on met dans le temps et on suit. Ça demande du travail de suivi, mais c'est tout. Donc, finalement, le juriste a beaucoup de qualités, notamment de par sa rigueur, etc., à condition, mais c'est là où je trouve qu'il y a souvent plusieurs catégories de juristes, à condition d'être imaginatif. C'est-à-dire, il y a des juristes, car j'allais dire les juristes corporate sans vexer personne, qui vont être dans une pure contrôle, que tout se passe bien et que tout soit carré. Oui. Ils vont pas être particulièrement imaginatifs pour trouver des solutions là où il y a un problème, au contraire. De l'autre côté, il y a on va dire des juristes contrats qui vont être confrontés à une négo et à des besoins contradictoires et autres qui vont dire comment je fais pour ils sont obligés de trouver des solutions et donc faire pas appel à l'imagination. Et c'est d'autant plus vrai sur les instruments financiers qu'on va créer des instruments qui n'existaient pas, par exemple, ce que j'ai fait. On va lancer d'autres choses, on va démembrer. C'est très réglementé, donc en fait il faut voilà. Et en même temps, il y a les financiers ont cette qualité, surtout sur les marchés financiers, d'avoir énormément d'imagination. Ils vont sortir des choses auxquelles on n'aurait pas spontanément pensé.
Donc ça oblige vraiment à se remettre en question. Et à force de faire ça, finalement, je trouve que lorsqu'il s'agit de trouver une solution à un problème, et donc un problème économique aussi, le juriste est pas si mal placé que ça. Il a des qualités pour y répondre, à condition de se faire confiance. Et puis de s'ouvrir l'esprit, bien sûr, c'est-à-dire ne pas faire que du droit, faire autre chose. Pour ça que en effet, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est liberté publique, ce qui est lecture des essais, élargir sa culture pour piocher dans tout ça et arriver à sortir des solutions. Et quand qu'on sort des solutions, entre sortir une solution et la mettre en œuvre et la vendre, c'est un projet. Oui. On gère un projet et on est capable de le faire. Donc je pense que les juristes ont beaucoup de qualités. Ils se font pas assez confiance par rapport à des gens d'école de commerce qui eux se survendent. Eux savent pas se vendre, savent pas se mettre en avant et ont l'impression, peut-être aussi du fait des études, que ils sont là que pour exécuter. Mais s'ils restent à faire ça, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui développe de plus en plus, on va pas avoir besoin de ce type de juriste. Oui. On a besoin de juristes qui vont trouver des solutions. S'il s'agit de sortir des PV, d'assembler des trucs, des fusions, même faire des PV de fusion, toutes ces tâches un peu répétitives, un peu qui font pas appel à l'imagination de la création juridique, intellectuellement. Alors qu'il y a d'autres domaines. Si je pense que si on est en droit de l'informatique, là c'est un domaine complètement particulier. Si on est il y a vraiment des domaines, droit social, alors là, il faut beaucoup d'imagination, mais il y a des domaines, il y a des domaines du droit qui demandent beaucoup d'imagination et d'autres qui en demandent moins. Et là, le juriste doit vraiment se poser la question, dans le futur, de sa place, de ses capacités, et de dire, enfin, j'ai une intelligence artificielle qui commence à être capable de faire non seulement des recherches de jurisprudence, de me sortir des choses, mais de rédiger un avis presque. Oui. Alors, j'ai pas essayé ChatGPT, je sais pas ce que ça peut valoir comme avis juridique, mais il semble que ça commence à pouvoir faire des choses assez intéressantes. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Donc, il faut que les juristes se fassent confiance. C'est pour ça que je voulais participer à ce podcast, pour montrer que, même sans le vouloir, parce que j'avais vraiment pas de dessin prédéterminé, ça s'est enchaîné sans que je le désire, presque. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, c'est être entrepreneur et parce qu'aujourd'hui, t'es CEO d'une belle structure. C'était une volonté de ta part? Pas du tout. C'était pas, tu ça visais s'est pas fait, forcément ça. non, ça s'est enchaîné. Et c'est-à-dire, c'est vrai qu'une fois qu'on a créé la société, on se dit, ce serait quand même bien que je la dirige, quoi. Voilà, c'est, que ce soit géré par quelqu'un d'autre qui n'y connaît rien, qui la connaît pas comme moi. C'est vrai. Ça a raison. Donc, je dis, je le fais, ok, je le fais. Et ainsi de suite, ça s'est fait vraiment. J'avais pas la volonté, d'être entrepreneur. J'avais pas le goût de gagner de l'argent. Même avocat, du coup, j'étais salarié, j'avais pas cette volonté d'entrepreneuriat. Quand on est avocat, et avocat, j'allais dire, traditionnel ou pas dans des grosses structures, ou individuelles, ou de petites structures, on a une esprit d'entreprise. Donc, les avocats aussi ont cette qualité. Je vois que ma fille qui a son cabinet, qui est en train de se déployer, qui s'est installée. Super. Voilà, félicitations. Qui est le cabinet Beyond Solutions. Je fais pas de publicité. Ok. Voilà, qui est un jeune cabinet qui se lance. Qui fait quoi du coup? Donc qui fait contentieux. Ok. Comme son père. Informatique, data protection, puisqu'elle a fait un parcours chez des grands noms de l'informatique, et fiscalité, et en effet aussi lié aux nouveaux produits type crypto-monnaie, des choses comme ça. Super. Voilà, donc ils sont lancés et je vois que elle a vraiment un esprit d'entreprise, puisque ce que je n'ai jamais eu le courage de faire en tant qu'entrepreneur. Je suis un intrapreneur, je suis pas un vrai entrepreneur. J'ai pas mis mon argent sur la table, heureusement, parce que ça a demandé quand même quelques fonds, cette petite chose. Mais voilà, un avocat qui a cette culture est tout à fait pertinent pour créer les entreprises et se lancer clairement dans le métier d'entrepreneur. Parce qu'ils sont entrepreneurs. Pour toi, c'est quoi la définition d'être entrepreneur? C'est être capable de sauter dans le vide et de prendre tout en charge, quoi. Parce que c'est un saut dans le vide. C'est être capable de tout faire. Et on saute dans le vide avec son argent. On a une idée, on la défend, au cabinet, voilà, une idée, on se lance. On sait pas si on va avoir des clients, on sait pas ce qui va se passer, mais on est obligé de tout faire. On fait l'administratif, on fait les RH, on fait le juridique, on fait tout. Être multitask, comme on dit. Et ça se voit dans les gros cabinets. Ce qui fait justement que les gros cabinets coûtent plus cher, c'est qu'en effet, il y a des gens qui font les RH, il y a des gens qui font la paie, il y a des gens qui font ceci, il y a des gens qui font cela. Et donc, il y a des coûts administratifs de structure qui sont de plus en plus importants. Et donc, des coûts, automatiquement, de facturation. Le billing devient de plus en plus élevé pour les avocats. Ah bah oui. Et est-ce que tu penses que tes études de droit te permettent aujourd'hui de bien faire ce que tu dois faire au quotidien?
Alors oui et non. Encore une fois, c'est pas seulement les études. Les études de droit ont formé l'esprit juridique. Ouais. Et ont formé une culture et une façon de tourner les choses. Donc ça a été très utile. Après, on n'est pas bon en tout. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert, comme justement, je n'étais pas un avocat individuel ou petit cabinet, j'ai appris le commerce. Et le juriste n'est pas fondamentalement formé au commerce. Ouais. Au commerce, donc au marketing digital, les nouveaux outils, comment on fait, comment on sort de nouvelles choses, comment établir un prix, comment j'établis un prix, tout ça, on sait pas le faire. Donc il faut l'apprendre. Et ça, tu l'as appris sur le tas. On l'apprend sur le tas, exactement. Curiosité, avec des erreurs, des échecs, voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Quelles ont été tes plus grandes difficultés pour arriver à ton poste? C'est principalement celle-là, je crois. C'est ça, vraiment celle-là. Ouais. C'est être capable de pas seulement me concentrer sur l'aspect intellectuel de la chose. C'est-à-dire, j'aimais bien résoudre des problèmes. Donc, j'ai résolu mon problème, je suis content. Ah non, mais maintenant, il faut le mettre en place. Maintenant, il faut recruter. Maintenant, il faut faire de la facturation. Maintenant, il faut suivre les paiements. Maintenant, il faut démarcher des clients. Et ça, c'est vraiment dur. C'est ce qui est le plus dur. Et c'est toujours le plus dur parce que on comprend vite qu'une entreprise ne vit qu'avec ses clients ou par ses clients. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un échec en particulier qui t'a marqué ou on va dire grâce à cet échec, t'as appris plein de choses? Alors, c'est pas un échec en particulier. Moi, c'était plutôt justement quand j'étais au contentieux. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est que aussi bon soit qu'on croit qu'être le dossier, aussi bon qu'on puisse croire que l'on est, le résultat peut être totalement aberrant. Dans un sens ou dans l'autre, on peut être très mauvais et puis dire j'ai raté ce dossier, il est pourri, et gagner. Et de l'autre côté, dire mais non, tout est bon, tout s'est bien passé, on va gagner, ben non, on perd. Et quand on perd, c'est pas évident parce qu'on se dit mais c'est moi qui ai été mauvais. Certes, le magistrat n'a rien compris, mais s'il a rien compris, c'est de ma faute. C'est que j'ai pas trouvé les mots, j'ai pas trouvé la façon d'expliquer, j'ai pas trouvé la façon de faire. Et donc, c'était, certes, j'en avais pas trop, mais j'en avais quand même. Et chacun de ces échecs oblige à se remettre en cause, à revoir le dossier, dire qu'est-ce que j'ai pas raté, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, pour essayer de la prochaine fois. Mais c'est comme ça de toute façon qu'on apprend. Oui, tout à fait, c'est une méthode d'apprentissage. Mais bon, sauf que c'est pas un métier où il y a beaucoup de tolérance à l'échec. En effet. C'est ça. On peut perdre quelques dossiers, voilà. On peut, mais ça dépend de quel dossier. Si on peut prendre des dossiers sachant qu'ils sont perdus et là, son associé va pas trop faire la tête. Mais revenir avec un dossier qu'on croyait gagner, il est perdu, c'est moins bien. Donc, il faut pas que ça se renouvelle trop. Donc, il y a quand même beaucoup de tensions. Il y a quand même, ce type d'échec est quand même important, mais permet de progresser. Et aujourd'hui, par rapport à ton activité, on va dire day to day, concrètement, tu fais quoi? Je garde du temps pour moi, un petit peu quand même. C'est bien. Donc principalement du sport. Alors j'ai été obligé de relever un peu le pied parce que le corps met du temps à suivre et puis j'avais des tendinites à répétition. Donc alors moi j'ai pratiqué pendant longtemps la boxe thaï. Boxe thaï, donc mais j'ai commencé un peu trop tard pour être vraiment bon. Donc j'étais juste moyen, médiocre, mais moi j'en ai fait pendant un peu plus de 12 ans. 12 ans, c'est pas mal. De boxe thaï, donc que je continue. Donc j'ai toujours un sac de frappe à la maison. D'accord. Et je serais incapable de tenir sur un ring. Donc du coup, comme il fallait une bonne condition physique, j'ai commencé à courir, ce que je ne faisais pas. Et donc j'ai enchaîné jusqu'à faire. Et mon plus gros, c'était semi-marathon de Paris. Donc il y a pas de quoi être glorieux, mais c'est. Mais c'est très bien. Voilà, ou 2 fois le Paris-Versailles, mais avec des temps à chaque fois moyens. Je suis pile poil à la moyenne. À 10 km/h. Je vais pas plus vite. C'était déjà ça. Donc là, c'est vrai que j'ai un peu levé le pied à cause de la tendinite, des tendinites liées à la boxe, parce que c'est vrai que la jambe d'appui souvent travaille beaucoup. Généralement, dès qu'on chute une fois, c'est à répétition. Voilà, donc là en ce moment, j'essaye de recourir. Je recours par période. Si la tendinite se remanifeste, je vais me refaire un peu d'onde de choc, je recommence et je repars. Voilà. Et puis musculation aussi. J'aimais bien. J'ai été prof de muscu à la fac, donc. On a une salle de sport juste là. Donc j'aime bien le sport, ce que j'essaye de faire en priorité. Puis bien sûr tout ce qui est lecture, qui est une de mes grandes passions, grâce au transport en commun que je prends toujours régulièrement. D'accord. Parce que oui, t'habites loin. C'est ce que tu me disais. C'est loin, ça loin, par rapport à où. Mais... Voilà, j'habite dans la banlieue sud de Paris, il y a même pas 10 km de Paris. Donc c'est pas très loin. Non. Mais ça demande en transport en commun malgré tout 45-50 minutes selon les jours, quoi. Donc ça permet de lire et ça permet d'avoir son moment de lecture avant et après le travail. Et tu as des chiens? Un chien. Un chien, mais qui en vaut plusieurs. Puisque on est sur notre 3e mastif. Donc un mastif adulte, c'est 100 kilos. Voilà, oui, tu me l'as montré la dernière fois. Oui. C'est 110 kilos. Donc c'est des chiens adorables j'adore la race. C'est génial. Mais voilà, ça demande aussi un peu d'entretien. Donc du coup, je fais de l'éducation canine en parallèle pour savoir
pour qu'il soit bien et que nous aussi on soit bien avec sa présence, parce que il a quand même des mâchoires d'une puissance qui sont capables de broyer les os de bœuf. De bœuf. Oui, bah oui, ils ont des puissances de mâchoires. Ils ont des mâchoires qui font, il a réussi à nous casser des jouets qui résistaient à 75 kilos de pression par centimètre carré. Ah oui. Oui. C'est costaud. Ah bah oui, c'est une belle bestiole. Ouais. Donc, il faut qu'il soit bien, qu'il ait pas envie, qu'il soit un bon toutou. Et pour ça nécessite qu'il ait sa place, qu'il soit bien éduqué. C'est comme les hommes, comme les humains, c'est pareil. Les enfants, ça s'éduque. Et donc, à part le sport, qu'est-ce que tu fais du coup en plus pour te challenger au quotidien, pour évoluer, pour apprendre de nouvelles choses? Ce que je fais, c'est principalement, je suis mis à l'écriture. Enfin, donc j'ai écrit un livre il y a 6 ans à peu près, qui s'appelle Éloge du vertige, donc qui est un livre de philosophie. Ok. Alors c'est là où j'ai renoué avec mes premiers amours de liberté publique. Oui. Et d'ailleurs, c'est ma prof de liberté publique de l'époque qui m'a fait la préface, puisque maintenant elle est correspondante de l'Institut de France. D'accord. Donc c'est génial. Françoise Thibault qui a accepté de me dédicacer, de préfacer le livre. Oui. Et donc c'est un livre de philo dont le but était de faire un peu pour moi la synthèse de 20 ans de lecture et d'analyse d'essais, parce que je lis plutôt des essais que des romans. D'accord. Je suis pas très, je suis roman, mais ça dépend desquels. Enfin, c'est par moment. Quel type d'essai du coup? Ah mon grand, on va dire l'un de mes. Alors, je suis un fanatique de Nietzsche, donc je suis très nietzschéen. Je suis fanatique de. Après, il y a Michel Foucault que j'aime bien. Ok. Et puis il y a bien sûr Edgar Morin, qui m'a vraiment introduit. C'est ma lecture au service militaire, et c'est lui qui m'a vraiment, avec la méthode, introduit à la pensée complexe. Et donc, ce que j'ai tenté de faire dans le livre qui s'appelle Éloge du vertige, c'est de poser 7 questions fondamentales. C'est-à-dire, est-ce que je peux démontrer que Dieu existe? Est-ce que je peux démontrer que le monde est une illusion? Est-ce que je peux démontrer qu'il existe une morale universelle? Est-ce que je peux démontrer que je suis libre ou déterminé? Est-ce que je peux, ainsi de suite. C'est génial. Donc, il y a 7 questions. Ouais. Et sur chacune de ces questions, en utilisant la méthode d'Edgar Morin, c'est-à-dire d'aller chercher dans tous les domaines de la science, par exemple, le monde a-t-il une origine? Est-ce que je suis capable d'avoir une réponse? Et de dire, par exemple, est-ce qu'il y a un principe créateur ou pas? Et donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui et comment je remonte jusque-là? Quelles sont les preuves? Donc, une analyse purement rationnelle mais qui va utiliser, par exemple, dans ce domaine-là, la science. Ouais. Quand j'ai parlé de la réflexion sur la morale, j'ai regardé l'histoire et la sociologie, la paléontologie. Donc, je vais prendre toute une palette de sciences, n'étant pas un spécialiste de ces sciences par eux-mêmes, donc une sorte de Pic de la Mirandole, sans toute proportion gardée, mais voilà, l'honnête homme du XVIIIe siècle, qu'est-ce que je peux comprendre à ça? Oui. Et en essayant, après je m'étais fait relire pour dire j'ai pas trop dit de bêtises, et finalement ça allait, donc je sais que ce que j'ai dit était pas trop, et à chaque fois je mets les références. En tant que bon juriste, à chaque fois je mettais les références, donc je dois avoir 600 notes de bas de page et 30 pages de bibliographie. Et à chaque fois, la démonstration fait que automatiquement j'en suis arrivé à la conclusion que pour chacune de ces affirmations, c'était un axiome, comme un axiome de mathématiques, c'est-à-dire quelque chose qui est posé mais qu'on peut pas démontrer. Oui. Et d'ailleurs que je ne peux pas démontrer ni que Dieu existe, ni que je suis sûr d'exister moi-même en tant qu'être ou pas, ou je suis dans la machine ou la matrice ou on ne sait pas. Ouais. Est-ce qu'il existe une morale universelle sur laquelle je peux m'appuyer? Est-ce que je suis libre ou déterminé? Et ainsi de suite. Ouais. Est-ce que le corps est séparé de l'esprit ou est-ce qu'ils sont une entité? Et ainsi de suite. Voilà, j'ai éliminé le problème de l'âme qui lui était métaphysique pour me concentrer sur ce qui était physique. Et est-ce que la démocratie était meilleure des régimes? Ok. Et une fois qu'on a posé cette question, qu'on dit que tout est indémontrable, c'est tout le travail de la conclusion, c'est dire qu'est-ce que je fais de ça? Comment je peux me construire au milieu de choses incertaines? D'où le vertige. C'est-à-dire comment, au bout d'un moment, lorsque je suis perdu, que je sais pas sur quoi m'appuyer, parce que les gens aiment bien s'appuyer sur les certitudes, ils aiment bien s'appuyer, je m'appuie sur une morale bien ferme, je m'appuie sur une règle religieuse bien ferme, bien dure, et plus c'est dur, plus je souffre, plus j'aime. Voilà, ça, ils aiment bien. Il y a une période de jeûne qui vient de se terminer, on aime bien, on s'est fait mal, donc on est sûr d'être bien vu par l'autorité supérieure. Et donc une fois qu'on admet que finalement c'est juste une croyance, aussi noble soit-elle, c'est une croyance, de quoi je suis sûr? Et si je ne suis sûr de rien, comment je me construis? Et là, tout le travail de la conclusion. Alors c'est vrai que j'ai une forte tendance aux propensions plutôt au zen et aux écrits taoïstes.
Et donc j'en arrivais à la conclusion, et ce qui rejoint d'ailleurs certaines réflexions philosophiques actuelles en épistémologie, sur les sciences et autres, de dire que finalement, si je ne peux être sûr de rien, je vais choisir arbitrairement des choses. Parce qu'il faut que je choisisse, il faut que je prenne position tôt ou tard. Je peux pas rester dans la décision, donc je vais choisir. Dieu existe, oui, non. Ok, j'ai choisi. Est-ce que je suis libre pour déterminer, est-ce que j'existe? Voilà. Tout ça, je vais choisir, je vais dire oui, oui, non, oui, non, oui, non. Et une fois que j'ai choisi, simplement, je sais que mes choix sont arbitraires et ne reposent sur aucune certitude. Et dès lors que j'ai intégré ça, ce qui est le plus dur, je vais me tourner vers l'autre pour voir quelles sont ses réactions, quelles sont ses incertitudes, et c'est grâce à l'autre que je peux progressivement affiner ma connaissance, changer de position éventuellement et admettre. Donc c'est une forme d'école. Voilà, donc une école de la tolérance et une école aussi de la souplesse d'esprit. Et voilà. Donc c'est plutôt voilà, c'est aussi ce à quoi je m'occupe, et donc là j'en suis à un livre d'économie aussi. T'es en train d'écrire là un livre dont le but est mais un peu la même chose, c'est-à-dire d'aller sur les axiomes de base de l'économie et voir sur quoi ça repose. Ok, oui, gros travail. T'as mis combien de temps pour écrire ton premier livre? Alors je pense que le premier jet a été fait en 3 semaines et je l'ai réécrit pendant 3 ans. Ah oui. Voilà, c'est ça. Donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver la forme. Parce que j'arrivais justement pas à trouver comment exprimer ça de manière, comment tourner. Je savais pas comment prendre la question, par où aborder l'ensemble de ces questions. Tout était un peu mélangé, tout s'intriquait. Et puis quand j'ai trouvé l'idée de dire tiens, je vais prendre ça, et puis j'essaie de démontrer le pour et le contre, et de manière objective, c'est-à-dire que l'idée vraiment n'était pas de dire je veux démontrer l'existence de Dieu, quoi. Comme il y a eu un pseudo-livre, pseudo-scientifique qui est paru sur les preuves de l'existence. C'est un truc qui réapparaît régulièrement. Des choses comme ça. Tout ça n'a aucune. En fait, l'idée, c'est de dire comment je peux démontrer. Et démontrer, je peux me moquer de la réponse à la limite. J'ai pas de croyance affirmée. Peu importe, mais il fallait que je dise qu'est-ce que je peux démontrer, puisque plein de gens ont dit je démontre avec le pari de Pascal. Est-ce que le pari de Pascal est juste, en quoi il est faux, en quoi il est tendu. Ouais, c'est intéressant. Voilà, donc ça occupe aussi un peu. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ta vie d'entrepreneur? Moi, je sais. Alors déjà, je sépare pas la vie d'entrepreneur de la vie normale. Donc, ce sont différents aspects de la personne à différents moments, et c'est la même personne qui est derrière. Oui. Et donc, moi, ce qui me motive, c'est de faire des choses nouvelles. C'est de découvrir, d'avancer, de trouver des idées, d'avancer, d'innover, quel que soit le domaine. Donc, trouver une nouvelle machine pour faire du sport, je sais pas, une façon de faire les abdos. Ah, c'est marrant, ça me fait plaisir. Ou parler, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un petit plaisir, un grand, peu importe. Ça peut être, se contenter toujours d'être dans la quête, c'est une quête incessante, et c'est la quête qui fait le chemin, donc c'est ça qui est intéressant. Exactement, c'est la quête qui fait le chemin. Je suis complètement d'accord. Y a-t-il une personne qui t'a aidé dans ton parcours que tu aimerais remercier là? Alors le problème, c'est que ceux que j'aimerais remercier, il y a Christian Gavalda, mais qui n'est plus là, bien sûr, et qui nous a quittés. Alors Gilbert Parlani qui a repris un peu sa suite, et qui ont aussi été des éléments importants, parce que ils me donnaient une sorte de garantie technique. Ouais. Parce que Christian Gavalda, c'était pas n'importe qui, et Gilbert Parlani non plus. Donc c'est des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont renforcé dans le fait que je ne pouvais ne pas être mauvais, ce qui est pas évident. On peut toujours se croire très bon et être très mauvais. C'est pire, ça. C'est encore pire, mais ça peut exister parce que tant qu'on n'est pas confronté. Et donc c'est vrai qu'ils ont eu un rôle important. C'est vrai que mon premier patron, Jean-Bernard Thomas, a été aussi très important. Y compris par son exemple, par sa stature, ce qu'il a fait. Donc et puis Françoise Thibault qui a été très importante aussi, puisque quand je l'ai eu en licence, donc en master 1, elle a vraiment été non, c'est même licence, c'est pas la master 1 maintenant, je sais plus. Ouais, enfin en licence quoi. Elle a vraiment créé un esprit d'émulation sur toutes ces questions en élargissant le droit, pas seulement à des questions vraiment parce que les libertés publiques peuvent être enseignées de manière extrêmement bête et extrêmement scolaire. Alors qu'elle avait vraiment une vision beaucoup plus large, et c'est liberté d'esprit et cet élargissement, si on le cumulait avec d'Edgar Morin et du Nietzsche, après ça donne ça donne des choses assez sympas. Et c'est vrai qu'Edgar Morin qui est pour moi une des grandes figures de la pensée complexe, et qui n'est pas assez cultivée aujourd'hui. On arrive plutôt aux pensées simplistes. Non, effectivement. Quel est le livre ou le film qui t'a le plus marqué? Alors le film qui m'a beaucoup marqué, c'est Fight Club.
Ah oui. Fight Club, ouais. Fight Club est un... Alors, en plus, je l'ai réapprécié beaucoup plus après avoir commencé la boxe thaï. En plus, c'est un film qu'on apprécie quand on le voit plusieurs fois. Exactement, tout à fait. C'est là où on comprend. Voilà, parce que c'est un vrai film piégeant, ouais. bien sûr, parce qu'il est à plusieurs niveaux. Clairement. Mais même, il est extrêmement perturbant au niveau de... En gros, la question, qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Et au sens, là, non pas un être humain, mais être un homme. Et quel est le rôle, donc, quelle est la place de la violence au milieu de tout ça? Ouais. Et pourquoi le fait de pratiquer des sports de combat violents? Puisqu'en fait, si on regarde Fight Club, aujourd'hui, c'est les ancêtres du MMA. Oui. Alors, avec quelques nuances près, voilà, mais en gros, c'est ça, malgré tout. Donc, et à l'époque, c'était révolutionnaire. On voit bien, même en France, le MMA n'a pas été vraiment accepté ni autorisé jusqu'à très récemment. Alors qu'en fait, c'est absurde, physiologiquement, puisque en MMA, il y a beaucoup moins de blessures et traumatisantes qu'il ne peut y avoir en boxe anglaise. Ah oui. Ouais, parce qu'en boxe anglaise, d'ailleurs, dans certains pays, alors j'ai pas vérifié l'info, mais il semblerait qu'en Suède, on ait interdit la boxe anglaise et autorisé le MMA. Alors pourquoi? Alors c'est très basique. Hein, dans un combat, alors quand on est en combattant, bien sûr, en boxe anglaise, la zone de frappe va de la ceinture à la tête. Oui. Donc, quand il y a des vrais combats, les combattants de boxe professionnelle se prennent une multitude de coups au cours de leur vie dans la tête. Ouais. Oui, D'où des maladies comme on a pu voir avec Mohamed Ali ou avec d'autres qui ont eu de vrais traumatismes, qui ont eu le maladie de Parkinson, qui ont eu des choses comme ça, liées sans doute à l'avalanche de coups qu'ils ont subis dans leur vie. Alors que l'intérêt du MMA, c'est que déjà on fait du pied-point, donc déjà la zone de frappe la plus facile c'est la cuisse, c'est les zones basses. On frappe en bas. Quand on arrive à frapper en haut, c'est un peu rare. Bon, alors c'est vrai que si on se prend un high kick dans la tête, ça fait un peu mal. Quand même, mais c'est très rare. Enfin, c'est assez rare. Et donc, et même quand on voit des combats peuvent durer très peu de temps chez les pros parce qu'ils font des soumissions. Et la soumission n'est pas traumatisante. Que ce soit un étranglement, une clé de bras, une clé de jambe, une clé de cheville, c'est pas traumatisant. J'avais fait du judo avant, donc je connaissais un peu les clés. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, c'est finalement, je trouve, et si on regarde aujourd'hui Fight Club, c'est 10 fois moins violent que beaucoup de films actuels, et il avait traumatisé à l'époque. Mais Fight Club pose cette vraie question de l'importance de la violence, comment la gérer, comment l'aborder, comment la canaliser même, et comment elle est nécessaire. C'est ça le côté perturbant du film, c'est qu'il montre que la violence est nécessaire, et donc elle doit trouver un exutoire pour l'homme. Alors, homme ou les caractères masculins. Ça peut être une femme avec un caractère masculin, mais voilà ce type de caractère qui a besoin de la violence pour s'exprimer, et c'est aussi une façon de se créer. Les arts martiaux, on le voit bien, c'est un travail du corps qui permet de rejaillir sur l'esprit. Et le corps a une influence sur l'esprit. C'est ça que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et le fait de faire un sport de combat comme ça aussi violent, ça permet d'en prendre conscience, d'affronter ses peurs, et d'affronter la peur, et donc de progresser humainement. Donc c'est vraiment très important comme film. Il y avait Tierney de Oliver Stone aussi qui m'avait beaucoup marqué, parce que en lui est très perturbant sur comme la question juridique, comme qu'est-ce qu'on fait de gens qui sont des psychopathes qui vont tuer de toute façon. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Et Tierney est terriblement perturbant pour ça. Donc il y a quelques films comme ça qui sont pour moi très importants. Il y a aussi alors d'autres films complètement intellectuels à l'inverse, qui étaient The Game. The Game, oui. Qui est et puis alors l'un de mes préférés, c'était Le Limier de Mankiewicz, qui est un duel absolument remarquable. Alors, faut pas que je dise combien il y a d'acteurs. Oui. Mais en fait, c'est un amant italien. Ne me spoilez pas, j'ai peur. Non, c'est le départ. C'est l'amant d'une femme d'un lord anglais qui vient récupérer les affaires de la femme qui est partie. Okay. Et le lord anglais est très intellectuel dans les jeux. Son château pour entrer, c'est un labyrinthe. Il joue, il y a des jeux d'échecs partout. Enfin voilà. Donc et il va s'opposer à cette espèce de brute qui va quand même piquer sa femme. Et il va se passer plein de choses. Ok. Et ce film est passionnant. Je note. Voilà, il y a aussi il y a des retournements de situation, des trucs comme ça, très intéressants. Je le regarde et je te ferai un retour du coup. J'espère bien. Voilà, donc non, pour moi ce sont vraiment des films, et puis et en livre, c'est Borges quoi. Enfin, c'est ma grande idole. Et si tu n'étais pas devenu directeur juridique / puis CEO, quel autre projet t'aurais pu? Alors c'est vrai que j'aurais bien aimé être chef d'orchestre. Ça j'ai fait de la musique aussi. Enfin, je fais pas mal de musique classique. Ok. Enfin jeune. Et j'aimais bien ça, mais j'aurais voulu, mais j'étais pas bon. Enfin, je travaillais pas assez. En fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on fait plusieurs choses, on s'aperçoit que si on veut être bon, il faut faire que ça. Ouais.
Ouais. Et donc très vite, on stagne. Donc en musique classique, je stagnais, j'étais pas bon. Enfin, j'étais moyen, médiocre. Donc du coup, j'ai arrêté. Mais c'est vrai que quoi comme clarinette. Ouais, clarinette. Ok. Donc je faisais partie d'un orchestre. C'est génial. T'as fait ça combien de temps? Quinzaine d'années. Ah oui. 10 ans, 10 ans, 10, 11 ans. Parce que j'ai commencé jeune. J'ai commencé à 8 ans, donc. Ah oui. Solfège, voilà, classique. Et donc, c'est vrai que être chef d'orchestre était pour moi une sorte de rêve, parce que c'était vraiment être capable d'interpréter des signes sur une table, enfin sur un papier, et d'arriver à avoir une vision intellectuellement, c'est remarquable ce que fait un chef d'orchestre. Ah bah oui. C'est-à-dire d'être capable sur un orchestre symphonique de voir à la fois toutes les partitions en même temps, de suivre toutes les voies, dire toi t'es en avance, toi t'es en retard, toi tu es plus fort, toi moins fort, et d'avoir sa propre. C'est un travail gigantesque. Ouais. Donc du coup, je l'ai laissé en tant qu'idée parce que ça demande trop de travail. Voilà, ou être écrivain aussi, ça aurait été un rêve. Mais bon, ça va, t'as commencé quand même. Je commence un petit peu, mais heureusement que je vis pas de ma plume. Mais t'es un petit peu chef d'orchestre aussi. Voilà, aujourd'hui, on peut dire ça. Allez, disons-le. Mais oui. Bon, au quotidien, j'imagine que bon. Il faut coordonner plein de choses. On est d'accord. Donc, quel conseil donnerais-tu à un jeune juriste qui veut occuper un poste d'entrepreneur dans le droit, ou qui veut évoluer sur des postes, on va dire, un peu plus stratégiques, même si on en a parlé brièvement tout à l'heure. Pour moi, il faut vraiment conseils que tu pourrais donner c'est d'être imaginatif et de s'élargir l'esprit. C'est-à-dire aller voir ailleurs. Pas seulement le droit, mais aller voir en effet ce qui se passe, l'économie, aller fréquenter des gens qui font de nouvelles choses. Fréquenter des entrepreneurs, fréquenter des ingénieurs, fréquenter les gens qui vont créer des choses. Et pour voir comment lui voit les choses et comment il pourrait les interpréter, aider, pas seulement en tant que juriste, mais voilà, en tant que... Est-ce que tu penses que les juristes peuvent tous entreprendre? Non. Ça dépend bien évidemment. Non, ça dépend bien évidemment de pas mal de choses. Mais encore une fois, pour moi, le critère, c'est l'imagination. C'est-à-dire qu'un juriste non imaginatif, je vois pas comment il pourrait entreprendre. C'est vraiment la créativité. Pour moi, je pense. Après, je peux me tromper. D'accord. Ok. Mais vraiment, je pense que c'est la qualité fondamentale. Parce qu'un entrepreneur doit imaginer toujours plein de trucs, doit trouver des solutions, peut pas rester sans réponse. On peut pas se contenter de dire, le texte dit ça, tant pis, on fait ça. C'est vrai. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire ou à partager avec nous? Non, tout va bien. Je pense que je suis bien étendu. Non, mais le tout, c'est aussi d'avoir une vie équilibrée, ce qui est très compliqué. Ouais. Et puis d'avoir d'autres choses que le droit, que la vie professionnelle d'une manière générale. Parce que malgré tout, tout s'enrichit. Donc, si on être un trop, c'est comme la culture d'une terre, quoi. Si on est trop monoproduit, la terre va s'appauvrir. Et il faudra rajouter beaucoup d'engrais, beaucoup de choses artificielles pour arriver à quelque chose de bien. Alors que naturellement, on peut avoir plein de choses. Et en effet, donc c'est vraiment s'enrichir le plus possible et avoir le plus possible d'ouverture d'esprit. Ouais. Donc ouverture d'esprit, imagination, créativité, ne pas avoir peur de sauter dans le vide. Oui, c'est ça. Et une bonne remise en question pour pouvoir avancer. Tout à fait. Et y aller, quoi. Sauter dans le vide. Sauter dans le vide. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas pour d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir parlé de tout ça. C'était hyper passionnant. Moi, j'ai adoré. J'espère que toi aussi t'as passé un bon moment. Très bon moment. Comment je serais déjà parti. Et merci à nos auditeurs qui nous écoutent et qui suivent du coup les aventures de Fait Légal. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'Entrepreneur du droit by Fait Légal.